C'était en 1943 lorsqu'Hans Müller a penché son visage sur la fenêtre froide de la fenêtre du train, regardant les collines vertes du défilé intérieur américain sous ses yeux. 3 mois plus tôt, il se battait toujours sous le soleil brûlant des déserts africains, convaincu que les États-Unis étaient une nation au bord de l'effondrement, affaiblie par l'excès et la décomposition morale. Maintenant, en tant que prisonnier de guerre sur le chemin d'un champ sur le Kansas éloigné, il était sur le point de découvrir à quel point la version nazie de la réalité était sur le point de découvrir à quel point la version nazie. Ce que Hans ne pouvait pas imaginer, tandis que le train l'a emmené de plus en plus profondément dans le cœur de l'Amérique, c'est qu'il ferait partie de l'un des épisodes les plus surprenants et les plus oubliés de la Seconde Guerre mondiale. Au cours des 3 prochaines années, près de 400 000 soldats allemands seraient distribués plus de 500 domaines aux États-Unis. Et ce qu'ils trouveraient là-bas secouerait toutes leurs croyances sur l'ennemi. Tout a commencé non pas en Amérique, mais dans les ardents sables de l'Afrique, où les forces du maréchal Rommel ont fait leur dernière et désespérée résistance contre les Britanniques et les Américains. C'était en mai 1943, et les dernières positions allemandes en Tunisie se sont effondrées sous l'avance incessante des Alliés. En quelques semaines, plus de 250 000 soldats d'Axe se rendent, créant un dilemme inattendu: que faire avec 250 000 de prisonniers lorsque la guerre s'est étendue par plusieurs fronts? Les îles britanniques étaient déjà surpeuplées et sous la menace constante des bombardements. Le transport des prisonniers en Angleterre consommerait des navires essentiels pour l'effort de guerre. La solution, bien que controversée, était aussi pragmatique que innovante: emmenez-les à Campos aux États-Unis. La nouvelle a provoqué une vague d'indignation dans la population américaine. Les vrais nazis, les soldats ennemis vivraient bientôt dans leur quartier, travaillant dans leurs fermes, respirant le même air de liberté. Les journaux ont imprimé les titres alarmistes sur une invasion nazie dans le pays, tandis que les maires craignaient de voir des prisonniers marcher dans leur ville tranquille. Mais la réalité serait beaucoup plus complexe et révélatrice que quiconque ne pourrait le prévoir. Les premiers navires avec des prisonniers allemands ont commencé à accoster dans des ports américains à l'été 1943. Ce ne sont pas les fanatiques lourds des bottes représentés par la propagande. Beaucoup étaient de jeunes recrues, à peine hors de l'adolescence, traînés par l'effondrement soudain d'Africa Corp. D'autres, vétérans endurcis par les années de bataille du désert, faisaient maintenant face à un futur incertain des milliers de kilomètres de chez eux. Lorsqu'ils ont atterri dans des villes comme Norfolk et New York, ils ont eu leur premier contact avec l'abondance américaine. Après des mois d'aliments rares en Afrique, ils ont été étonnés de la quantité et de la qualité de la nourriture: pain blanc, viande fraîche, légumes que beaucoup n'ont pas vus depuis des années. Mais ce n'était que le début de son éducation sur la société américaine. Le voyage en train à la campagne a révélé une Amérique qui n'avait rien à voir avec ce qu'il leur avait enseigné. Des miles et des kilomètres de terre fertile s'étendaient à l'endroit où la vue a atteint, ponctués de fermes prospères et de petites villes qui ne montraient aucun signe de dévastation par la guerre. Où étaient les villes bombardées? Où étaient les signes d'un pays au bord de l'effondrement? Tout semblait si normal, si abondant. Klaus Bernard, une mitrailleuse bavaroise de 19 ans, écrire plus tard dans ses souvenirs de perplexité en observant ce paysage: cela n'avait aucun sens. Rien que nous avons vu combiné avec ce qu'ils nous ont appris. Les champs eux-mêmes étaient une autre révélation. Construits selon les normes de la Convention de Genève et régulièrement inspectés par la Croix-Rouge internationale, ils étaient loin des prisons brutales que les prisonniers attendaient. Le boîtier était propre, chauffé et avec un bon espace. Il y avait des zones de loisirs, des bibliothèques et même des espaces pour les cultes religieux. Les gardes-ameries. Les tuyaux, bien que fermes, n'ont pas démontré la cruauté que beaucoup avaient été témoins dans les installations nazies. Mais peut-être que le choc le plus profond a été la présence de femmes dans des positions d'autorité à l'intérieur et à l'extérieur des champs. Les infirmières, les administrateurs, les enseignants et même certains gardes étaient des femmes, une scène qui contredisait toute l'idéologie nazie sur le rôle des femmes. Dans l'Allemagne d'Hitler, les femmes devraient être limitées aux 3 KS, Kinder, enfants, Küche, cuisine, et Kirche, église. L'idée que les femmes exercent l'autorité sur les hommes, en particulier sur les prisonniers ennemis, était presque incompréhensible. Le lieutenant Werner Hoffmann, capturé à Tunis, a décrit dans son journal la première rencontre avec une infirmière américaine: elle nous a parlé avec autorité, a donné des ordres aux prisonniers et aux gardes, et a pris soin de nos besoins médicaux avec une compétence professionnelle. Il n'avait jamais rien vu. L'impact culturel est allé au-delà de l'environnement professionnel. Lorsque les prisonniers ont été autorisés à interagir avec les communautés locales par le biais de programmes de travail, ils ont rencontré des femmes américaines qui conduisent des voitures, géraient des affaires et participant activement à la vie publique.
Ce ne sont pas les figures soumises et confinées à la maison que la propagande nazie a présentées comme idéales. Ils étaient en sécurité, éduqués et clairement appréciés par la société afin qu'ils contestent les principes les plus élémentaires du régime qu'ils avaient servi. Mais c'est la nourriture qui est devenue le symbole le plus immédiat et le plus tangible de la prospérité américaine. Le steak de Hambourg, que les Américains ont simplement appelé hamburger, ont acquis un statut presque mythique parmi les prisonniers. Il était du bœuf haché en forme de moule et grillé à la perfection, servi avec des légumes frais et du pain. Simple, satisfaisant et représentant tout ce qu'il leur avait dit que l'Amérique n'avait pas, viande de qualité, ingrédients frais et suffisamment de prospérité pour servir si régulièrement. Franz Weber, un ancien commandant de chars, se souvenait de son premier hamburger avec stupéfaction. Ils nous ont servi comme s'ils étaient courants, juste de la nourriture quotidienne. Mais pour nous, qui avaient survécu pendant des mois avec du café d'orge et de la soupe de navette, c'était une fête digne d'officier. Et c'était ce qu'ils ont donné à des prisonniers, à leurs ennemis. L'abondance ne se limitait pas à des occasions spéciales ou à des fins propagandistes. Repas après le repas, la qualité et la quantité de nourriture sont restées toujours élevées, légumes frais, café réel, viande tous les jours et pain en farine légitime, pas à partir de mélanges de pommes de terre et de sucre qui étaient devenus monnaie courante en Allemagne. La confiance d'un peuple qui, même au milieu de la tempête, a vu clairement l'horizon. C'était une posture qui a déconcerté les prisonniers allemands, habitués au discours nazi que l'Amérique était un géant avec des pieds d'argile, sur le point de s'effondrer sous le poids de ses contradictions. Mais là, dans les plaines du Texas ou dans les camps de maïs du Nebraska, ils ont vu de leurs propres yeux, les usines ne s'arrêtaient pas, les récoltes étaient abondantes, et même les enfants ont joué dans les rues avec une liberté qui semblait presque scandaleuse à ceux qui venaient d'un régime où même le rire était réglementé. La routine dans les champs, loin d'être une punition monotone, a été révélée une expérience de reconstruction, pas juste physique mais morale. Les prisonniers qui sont arrivés squelettiques et suspects, alimentés par des années de propagande, ont commencé à récupérer non seulement le poids mais aussi la capacité de penser par eux-mêmes. Les bibliothèques de terrain, alimentées par des livres en allemand et en anglais, sont devenues des refuges silencieux où des hommes comme Hans Müller pouvaient, pour la première fois, lire des œuvres interdites à Reich, de Goethe à Hemingway, de Nietzsche aux journalistes américains qui ont ouvertement critiqué Roosevelt. C'était une révélation dangereuse. Si même les ennemis pouvaient remettre en question leur propre gouvernement sans être abattus, qu'est-ce que cela a dit des vérités et qui leur avait été dupé? Et puis il y avait la musique. Dans la caserne de Concordia, le Kansas, où l'air a vibré avec les accords d'un orchestre formé par des prisonniers, quelque chose de plus profond que des notes de musique était composé, un pont entre deux mondes qui devrait être irréconciliable. Lorsque les doigts d'un ancien soldat de Wehrmacht ont glissé sur les cordes d'un violon pour effectuer l'hymne national américain, ce n'était pas seulement une performance technique, c'était un acte de reconnaissance involontaire. Ces hommes, formés pour mépriser la culture dégénérée des États-Unis, étaient excités par la même chanson qui faisait écho dans les théâtres et les radios du pays qui les gardait captifs. Le capitaine James Whittaker, responsable de la supervision sur le terrain, a noté dans son rapport « Ils jouent notre musique mieux que beaucoup d'entre nous. Et quand ils le font, je ne vois pas la haine dans leurs yeux. Je vois la curiosité. » Cette curiosité était le germe d'une transformation. Dans les prisonniers, où l'objectif officiel était juste de les contenir, quelque chose de beaucoup plus subversif s'est produit, la déconstruction systématique des mythes nazis. Non pas par des sermons ou l'endoctrinement forcé, mais par une exposition quotidienne à une réalité qui contredisait tout ce qu'il leur avait enseigné. Quand un fermier de l'Iowa a partagé son déjeuner avec un prisonnier qui venait de labourer son champ, lorsqu'un garde noir, quelque chose d'impensable dans l'Hitler-Allemagne, a traité une Feldwebel avec la même fermeté respectueuse qui s'est dispensée avec une recruée lorsqu'un censure, mais sincère, en augmentant le traitement humain, le troisième bâtiment idéologue, mais un peu plus. Et les fissures se sont approfondies avec le temps. En 1944, lorsque les nouvelles du front oriental ont commencé à atteindre les champs, Stalingrad, Kursk, l'élimination désastreuse de Wehrmacht, de nombreux prisonniers se sont retrouvés avant un dilemme existentiel. Si l'Allemagne perdait et que si les États-Unis étaient aussi forts et organisés que tout indiquait, ce qui restait de la cause pour laquelle ils avaient combattu? Certains, bien sûr, s'accrochent au fanatisme avec encore plus de force, comme les naufragés à une épave. Mais d'autres, en silence, ont commencé à remettre en question. S'ils peuvent nous traiter de toute façon après tout ce que nous avons fait, sommes-nous vraiment le bon? Il a écrit un ancien officier SS, dont l'identité a été omise dans les dossiers pour le protéger de la vengeance d'après-guerre. L'ironie finale était que si le régime nazi s'est effondré en Europe,
ces soldats, ceux qui devraient être les héros de la suprématie aryenne, étaient dans les champs américains pour redécouvrir l'humanité que le totalitarisme les avait volée. Pas par lavage de cerveau, mais par les arguments les plus puissants, la preuve quotidienne que le monde pourrait être différent. Et peut-être qu'ils avaient combattu du mauvais côté de l'histoire. Ce n'est pas la force des armes qui ont démantelé les convictions de ces hommes, mais la force silencieuse d'une société qui, même en guerre, a refusé de traiter leurs ennemis comme des monstres irrémédiables. Les champs de prisonniers américains sont devenus, sans que personne ne prévoyait, dans les laboratoires vivants où deux visions du monde ne se heurtent pas aux champs de bataille, mais dans les arguments de la discussion, les tables de salle à manger et les salles de classe de fortune. Alors que 1944 avançait, portant le poids inévitable de la défaite allemande, beaucoup de ces soldats ont commencé à remettre en question non seulement le sort de leur nation, mais la fondation elle-même sur laquelle ils avaient construit leur loyauté. Le virage est venu avec l'aube du 6 juin, lorsque l'air dans les tentes a été chargé d'une tension électrique. Radio a été réglée sur les stations américaines diffusées, parmi les premières nouvelles de l'opération Overlord. Les Alliés ont atterri en Haine. Ormandia. Pour certains, c'était un coup de réalité, pour d'autres, la confirmation d'un sentiment qui les précipite depuis des mois, l'Allemagne a été perdue. Mais ce que peu s'attendait, c'est que ce même jour, tandis que les vagues ont balayé les plages françaises, une autre bataille, ce silencieuse et invisible, a gagné des contours définitifs dans le cœur de ces hommes. Rudolf Schneider, un capitaine de Wehrmacht coincé à Camp Shelby, Mississippi, a noté dans son journal, avec une honnêteté qui l'a surpris, « Aujourd'hui, j'ai regardé les soldats américains recevoir la nouvelle de D. Il n'y a pas eu de cri de triomphe, ni d'assain vers notre pays. La surveillance militaire, mais même de la régime. L'humanité de ceux qui, comme moi, ont été traînés par lui. C'était le cœur du grand réveil, car ils appelleraient les administrateurs des champs, le moment où la propagande nazie, si méticuleusement construite, a commencé à s'effondrer non pas sous les bombardements, mais sous le poids d'une vérité inconfortable. Les prisonniers n'étaient pas seulement assistés à la défaite de leur pays, ils constataient que tout ce qu'ils leur avaient appris sur les ennemis dégénérés était aussi fragile que Reich lui-même. Et le plus dérangeant, beaucoup d'entre eux, pour la première fois, se sentaient libres de l'admettre. Mais la preuve définitive n'était pas encore à venir. Lorsque, au cours des derniers mois de 1944, les premières images des camps de concentration libérés ont commencé à circuler à travers les camps, le choc n'était pas seulement émotionnel, c'était existentiel. Les Américains auraient pu utiliser ceux qui filment comme une arme d'humiliation, comme vengeance morale. Au lieu de cela, ils ont choisi un chemin beaucoup plus dangereux, celui de la confrontation sans haine. Les séances étaient obligatoires, mais précédaient des avertissements. Les psychologues et les aumôniers ont préparé des hommes à ce qu'ils verraient, pas pour les épargner, mais pour faire de l'impact une invitation à la réflexion, pas au désespoir. Werner Hoffmann, le lieutenant qui, des mois plus tôt, il a été étonné par les femmes travaillant dans les usines, a décrit le silence qui a suivi la projection des images de Dachau, personne n'a crié. Personne n'a tourné le visage. Des hommes qui avaient survécu à Stalingrad ont pleuré en tant qu'enfants. Pas pour la honte. Le droit de nous écraser avec ces images, ils ne nous ont regardés. Ensuite, le génie a vécu, et la cruauté nécessaire, de ces programmes de rééducation. Ce n'était pas de l'endoctrinement, mais de la déconstruction. Les Américains ont compris quelque chose que les nazis n'ont jamais accepté, que l'esprit humain ne devient pas décrété mais en interrogeant. Et c'est ainsi que, sous la direction d'intellectuels tels que Dr. Henry Mann, un réfugié juif allemand qui, ironiquement, a désormais façonné l'avenir de ceux qui l'envoyaient autrefois dans un champ, les cours dans les camps sont devenus quelque chose de révolutionnaire. Au lieu de sermons sur la supériorité de la démocratie, les prisonniers ont été mis au défi de penser. Gustav Weber, ancien commandant d'un régiment de Panzer, a rapporté son premier cours de sciences politiques, le professeur américain ne nous a pas demandé de répéter ce qu'il avait dit. Il a demandé ce que nous pensions de la liberté. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un voulait connaître mon opinion, pas mon obéissance. Et cela, plus que n'importe quel discours, m'a fait comprendre pourquoi l'Allemagne avait perdu. C'était exactement l'opposé de ce que le Troisième Reich leur avait inculpé, pas une soumission aveugle, mais un danger, et une beauté, d'une idée examinée à la lumière de la raison. Ce qui était en jeu n'était pas seulement la rédemption de ces hommes, mais l'avenir d'une Allemagne qui a bientôt besoin. Rieber Cisaria descendre. Et eux, les anciens soldats de Führer, sans le savoir, étaient préparés à un rôle que personne n'aurait pu prédire, non pas en tant que conquérants, ni vaincus, mais comme des ponts. Entre l'horreur qu'ils ont laissée derrière lui et l'espoir qu'ils n'osaient pas nommer.
Il ne s'agissait pas de ce qu'ils avaient pensé, mais de ce que nous pensions. Quand j'ai dit que la démocratie mènerait au chaos, cela n'a pas exclu mon objection avec un geste de supériorité, comme les officiers du Reich l'auraient fait. Au lieu de cela, il m'a mis au défi, montrez-moi où, dans l'histoire, la liberté n'a produit que des troubles. Et puis dites-moi si ce que vous appelez, l'ordre, n'était en fait pas un cimetière d'idées. Pour la première fois à l'âge adulte, ma voix n'a pas été traitée comme un écho d'un discours des autres, mais comme quelque chose de digne d'être confronté à des faits. La révolution ne se limitait pas aux salles de classe. Les champs américains étaient des laboratoires vivants de la démocratie. Là, les hommes habitués à recevoir des ordres du berceau ont été contraints de donner des ordres à eux-mêmes. Les comités des prisonniers, élus par vote, passaient du rationnement à la médiation des conflits. Les Américains ont regardé de loin, intervenant uniquement lorsque l'erreur menaçait de devenir irréparable. Laissez-les se casser le visage, nous avons entendu un officier dire. C'est comme ça que tu apprends à marcher sans béquille. Et casser. Argumenter. Repris. Chaque décision prise, chaque repas prévu, chaque différend résolu sans le poids d'une botte militaire, a été un coup pour le dogme de l'infériorité humaine qui avait eu lieu. Nous n'étions plus des engrenages, nous étions, pour la première fois, des citoyens en formation. Mais c'est l'économie américaine qui a frappé le coup le plus brutal à nos certitudes. Alors que l'Allemagne se précipitait dans la rareté et les cartes de rationnement, les États-Unis, au milieu de la guerre, semblaient opérer sous une logique inverse, plus elle était diffusée, plus elle prospérait. Nos estomacs, habitués à la faim, se sont rebellés face au repas dans les champs, viande 3 fois par semaine, pain blanc, lait qui n'était pas à queue. Ils nourrissent même les ennemis mieux que nous avons nourri nos propres soldats, murmura un ancien lieutenant de Wehrmacht, regardant incrédule l'assiette. Mais le symbole maximum de cette abondance n'était pas dans la vaisselle, mais dans les pages lumineuses d'un catalogue Source. Ces volumes épais comme les manuels d'artillerie ont montré un monde qui a remis en question l'imagination, les réfrigérateurs qui ont gardé de la nourriture pendant des semaines, des radios qui ont capturé la musique à des kilomètres, de la soie habillée pour les femmes au foyer. Ce n'est pas du luxe, a expliqué un garde, voyant notre fascination. C'est normal. Tout le monde peut acheter. Normal. Le mot résonnait comme un blasphème. Dans notre Allemagne, la « normale » était de gérer des heures pour une miche de pain, ici, la « normale » devait choisir parmi 10 modèles de toast. Ils n'ont pas peur de demain, a écrit un prisonnier dans son journal. Non pas parce qu'ils sont naïfs, mais parce que votre système ne dépend pas des retraits ou des réalisations. Cela dépend de « les gens ordinaires travaillant, achetant, vivant ». C'était une prospérité qui n'avait pas besoin d'empire pour se soutenir. Et cela, plus que n'importe quelle bombe, secoua nos convictions. Mais aucun miroir n'était aussi implacable que le reflet des femmes américaines. Dans notre patrie, ils étaient confinés à 3 papiers, mère, femme au foyer ou propagande raciale. Ici, ils commandaient. La colonelle Marie Aurin, avec ses étoiles sur son épaule et la possession dressée de ceux qui n'ont jamais eu à prouver son autorité, a gouverné le champ d'Aliceville avec un mélange de fermeté et de pragmatisme qui embarrasserait de nombreux généraux du Reich. Elle ne crie pas. Ne menace pas. Juste, décide, a déclaré une majeure proustienne, toujours stupéfaite après avoir reçu les ordres d'une femme pour la première fois. Et le pire, ça marche. Cela a fonctionné parce que l'obéissance n'a pas été extraite par la terreur, mais par la compétence. Et quand les prisonniers les plus têtus, ceux qui ont juré ne s'inclinent jamais. Femelle faiblesse, ils ont vu le colonel résolu en quelques minutes de conflit qui aurait exigé des heures de bureaucratie nazie, quelque chose à l'intérieur d'eux a commencé à céder. Même l'amour ici était subversif. Dans les bals des églises locales, où certains prisonniers ont été emmenés sous escorte, nous avons vu des couples danser sans l'ombre d'un fureur buffet le dictant qui pourrait jouer qui. Les jeunes femmes américaines ont choisi leur partenaire non pas par la lignée ou la permission paternelle, mais par désir. Un soldat SS, qui a un jour commenté avec dédain que « les femmes libres sont des femmes perdues », était silencieuse des semaines plus tard, voyant une enseignante locale, une femme conduisant sa propre voiture et enseignait le calcul, refusant poliment un officier américain de danser. Elle n'a besoin de personne pour décider pour elle, a-t-il admis doucement. Et il n'est pas offensé. C'est le pouvoir. Pouvoir sans violence. Autorité sans humiliation. C'était une équation que notre idéologie ne savait pas comment résoudre. Même la justice ici avait un visage différent. Otto Kellner, un ancien officier SS dont la haine pour les Américains était légendaire, l'a découvert de la manière la plus cruelle,
quand il a été injustement accusé d'avoir agressé un gardien. Je m'attendais au traitement standard pour un ennemi du peuple, un jugement sommaire exemplaire, le silence complice de ceux qui ont préféré ne pas entrer. Au lieu de cela, il a gagné un avocat. Des témoins ont été entendus. Preuves, examinées. Et quand le véritable coupable a avoué, Kellner a été acquitté, non pas pour pitié, mais parce que les règles sont valables pour tout le monde, même pour vous, a déclaré le juge. Même quand ce n'est pas pratique. Incommode. Le mot l'a poursuivi pour les nuits. Un système qui s'est replié sur la vérité, pas au pouvoir. Quel plus grand risque pour un homme créé pour croire que la force était la seule loi. Et puis il y a eu le travail. Ne travaille pas comme punition, comme dans les domaines des prisonniers soviétiques, ni ne fonctionne comme un devoir sacré, comme dans l'Allemagne nazie, mais fonctionne comme dignité. Dans les fermes du Midwest, les prisonniers allemands ont récolté du maïs à côté des agriculteurs qui, à l'heure du déjeuner, se sont assis avec eux à la même table. Là, le propriétaire du terrain ne se salirait jamais les mains, a commenté un baron prussien, regardant son superviseur américain, un homme qui, 2 décennies plus tôt, avait été un pauvre immigrant irlandais, fixant une clôture aux côtés des employés. Ici, non seulement sale, mais en est fier. Fierté de sueur. Fierté dans la montée. Le « rêve américain » n'était pas une phrase vide, c'est l'agriculteur qui a montré les callosités entre ses mains comme des médailles, l'enseignant qui a travaillé en été dans une usine de voitures, le propriétaire d'un magasin qui avait commencé à scanner le sol. En Allemagne, vous êtes né avec votre place marquée, a écrit un prisonnier. Ici, vous le construisez. Et ça, c'est dangereux. Parce que si tout le monde peut monter, personne ne peut se cacher derrière un titre. Même Dieu ici parlait une autre langue. Dans le dimanche culte bénévole, notez bien que les prêtres n'ont pas prêché la soumission à l'État ou à la supériorité d'une race. Ils ont parlé de choix. D'un Dieu qui n'a pas besoin d'obéissance aveugle, mais d'un cœur examiné. On vous a appris que la foi est une armure, a déclaré un aumônier à un groupe de prisonniers. Mais que se passe-t-il si c'est, en fait, un miroir? Miroir qui ne reflétait pas la gloire d'un Reich, mais le petit, têtu appel une conscience individuelle. Et quand un ancien membre de la jeunesse Hitler, après des mois de silence, a demandé doucement si Dieu nous a donné le libre arbitre. Pourquoi le Führer a-t-il dit que c'était un péché de l'utiliser? Le prêtre n'a pas donné de réponse. Il sourit tristement. Parce que les dictateurs craignent toujours la question à laquelle ils ne peuvent pas répondre. Et donc, parmi les catalogues ministériels, les femmes qui ont donné des ordres et des agriculteurs qui se sont lavés, quelque chose commençait à se déplacer au sein de ces hommes. Ce n'était pas une conversion. Ce n'était pas de reddition. C'était pire, c'était un doute. Et le doute, comme les architectes du Troisième Reich le savaient, est la première étape vers la liberté. Mais comment réconcilier F? Est-ce avec des mains encore tachées de guerre? Le christianisme américain, axé sur la rédemption personnelle et une relation directe avec Dieu, leur offrait une voie que le nazi Gottglobig n'aurait jamais pu imaginer, non pas le salut par décret d'un Führer, mais la possibilité de se reconstruire pièce par pièce, choix par choix. Et quand la défaite de l'Allemagne devint inévitable, cette question se transforma en un abîme sous leurs pieds. Les camps, autrefois lieux de privation contrôlée, sont désormais devenus des laboratoires à l'avenir incertain. Beaucoup venaient de régions qui allaient bientôt tomber sous la domination soviétique ou des hommes qui, ironiquement, avaient lutté contre le bolchevisme et craignaient désormais d'être engloutis par celui-ci. D'autres craignaient une vengeance de la part de leurs propres compatriotes. Ont-ils trahi leur pays en se rendant aux Américains? Ce que les geôliers ont fait a ensuite révélé ce que tous les discours de guerre ne parviennent pas à transmettre: les démocraties ne se mesurent pas seulement à la manière dont elles traitent leurs amis, mais aussi leurs ennemis. Il n'y a pas eu de rapatriement précipité, ni d'abandon à eux-mêmes. Pour ceux qui avaient activement participé à des programmes de rééducation ou des hommes comme Heinrich Böve, ancien leader des jeunesses hitlériennes, dont la passion pour les cours de démocratie avait fait de lui une menace dans sa ville natale désormais sous contrôle soviétique, les Américains ont pris un risque rare, ils leur ont fait confiance. Les documents ont été falsifiés non pas pour cacher, mais pour prouver que cet homme avait choisi une nouvelle voie. Lorsque Böve débarqua en Allemagne de l'Ouest avec des papiers attestant de sa transformation, ce n'était pas que des mots, c'étaient les clés d'une vie que le Reich lui avait refusée. Mais 1945 fut comme un souffle glacial après la fièvre de la guerre. Dans les champs, le silence était étrange, presque sacré. Soulagement que les tirs aient cessé. Je me bats pour une patrie défigurée. Peur du lendemain. Et,
Parmi tout cela, une gratitude étrange, presque interdite, envers les hommes qui les avaient vaincus sans les humilier. Il n'y a pas eu de célébration triomphale avec des drapeaux brisant les visages allemands. Au lieu de cela, les Américains ont célébré quelque chose de plus dangereux, la paix comme un projet et non comme une vengeance. Patton l'avait déjà pressenti, ces soldats vaincus seraient des alliés nécessaires contre la prochaine ombre à l'horizon. Avant même le dernier coup de feu, Washington réfléchissait à la manière de transformer ses ennemis en bâtisseurs. Le rapatriement, qui dura jusqu'en 1946, fut l'épreuve finale. Les hommes qui revenaient n'avaient pas seulement le souvenir de repas copieux ou de femmes qui donnaient des ordres sans demander la permission. Ils portaient quelque chose de plus subversif, l'expérience d'avoir été traités comme des êtres capables de choisir. Heinrich Weber, l'ancien commandant de chars qui obéissait autrefois aveuglément, est revenu pour devenir enseignant, puis directeur d'une école où le « pourquoi » comptait plus que le « comment ». Leurs salles de classe, autrefois usines d'obéissance, sont devenues des ateliers du doute. Klaus Burnernard, le tireur d'élite bavarois qui avait appris l'anglais pendant ses pauses après le travail forcé, a utilisé cette langue pour jeter des ponts entre les usines allemandes et ses anciens bourreaux. Il ne s'agissait pas seulement de commerce, c'était la preuve que les ennemis pouvaient devenir partenaires sans que personne n'ait besoin de s'agenouiller. Bien entendu, tout le monde ne s'est pas converti. Certains sont revenus avec le poison de la défaite couvant dans leur poitrine, prêts à blâmer n'importe qui sauf eux-mêmes. D'autres, habitués à une vie où les ordres venaient d'en haut, ont trébuché sur la liberté comme un ivrogne sur un terrain accidenté. Mais les chiffres ne mentent pas, des décennies plus tard, des études ont montré que ceux qui passaient par les camps américains étaient plus susceptibles de voter, de participer à des associations civiles, de rejeter l'autoritarisme comme une dépendance et non comme une destinée. L'investissement a porté ses fruits, pour l'Allemagne, qui a gagné des citoyens, pour l'Amérique, qui a gagné des alliés. Les hamburgers et les femmes en uniforme, qui semblaient autrefois être des aberrations, se sont révélés être les symboles de quelque chose de bien plus grand, une société qui ne craignait pas le chaos de la liberté parce qu'elle croyait que l'homme, lorsqu'il était libre, pouvait choisir. L'air étant meilleur. Ce n'était pas seulement la culture. C'était la démocratie en action, gardien dans l'assiette de nourriture qui n'avait pas besoin d'être brisée, chez la femme qui n'avait pas besoin de demander une licence de mener, dans le débat qui n'a pas été terminé en prison. Lorsque le dernier prisonnier allemand a quitté le sol américain en 1946, beaucoup ont porté des adresses gribouillées de morceaux de papier, de gardes qui sont devenus amis, de familles qui les traitaient comme des invités, et non comme des trophées. Ils ont également porté une certitude dangereuse, il était possible de vivre d'une autre manière. Hans Müller, ce soldat qui est monté à bord du train en 1943 avec un cœur plein de haine, est revenu en 1946 pour devenir journaliste. Ses rapports ne parlaient pas de vengeance, mais de reconstruction. Des années plus tard, il a écrit « Je suis arrivé ennemi et je suis parti comme un allié, non pas parce qu'ils m'ont forcé à changer, mais parce que je m'avais montré que la liberté n'est pas un privilège, c'est une responsabilité. » La grande ironie ? Cette prison est devenue la première cellule d'une libération beaucoup plus grande. La libération du dogme qui leur a appris à les détester, de la hiérarchie qui leur a appris à obéir sans réfléchir, la guerre qui leur a appris à mourir sans aucun doute. Dans la défaite, ils ont découvert ce que Reich n'a jamais voulu qu'ils sachent, qu'un homme peut être plus qu'un équipement, qu'une nation pourrait être plus qu'une armée, que l'avenir n'a pas besoin d'être écrit avec du sang. Aujourd'hui, lorsque la démocratie est à nouveau mise à l'épreuve, cette histoire résonne comme un avertissement et une promesse. Les hamburgers et les femmes responsables n'étaient que les signaux d'une société aussi sûre de leurs valeurs qui les offrait à ceux qui ont tenté de le détruire. En fin de compte, cette confiance s'est avérée être l'arme la plus puissante de la démocratie, la capacité de transformer les ennemis en héritiers. Et le plus grand héritage n'était pas la victoire de la guerre, mais la preuve que parfois perdre peut être la première étape pour gagner quelque chose de beaucoup plus grand, la chance d'être humain.